Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire, la révélation de l'identité française d'un djihadiste égorgeur embrigadé par Daesh hier relance les interrogations sur la psychologie du terroriste. Avec quelle méthode, dure ou empathique, dissuader les jeunes Français de partir en Syrie? Nous en débattrons tout à l'heure, mais pas avant d'avoir reçu un écrivain et scénariste français dont les titres de gloire les plus impressionnants sont un Oscar d'honneur décerné à Hollywood il y a 10 jours et en 1932, le prix du plus beau bébé au concours de Lamalou-les-Bains. Le poupon s'appelle Jean-Claude Carrière. Nadia Dam, Claude Askolovitch, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. On est content de le recevoir, quand même. Back from Hollywood. C'était le Grand Prix hors concours. Mais vous étiez poupon hors J'ai gardé concours. mon diplôme. Mais il n'a pas changé depuis Lamalou-les-Bains. Non, pas du tout. Et vous avez les fesses roses toujours? Tout va bien, d'accord. Sur un coussin, comme ça. Et l'Oscar, combien il pèse? Il pèse, je crois, entre 5 et 6 kilos. Il est très lourd. Il est beau. Il faisait des accidents de bagages, même au retour. Oui. Et vous allez nous raconter la soirée, mais juste après le petit film sur vous, Jean-Claude Carrière, L'Expresso, scénarisé par Thibault Nolte. Comme Walt Disney pour la création de Mickey Mouse, Charlie Chaplin pour l'effet incalculable qu'il a eu, Jean-Claude Carrière, pour l'ensemble de sa carrière, a reçu un Oscar d'honneur. Car toute sa vie, Monsieur Carrière a creusé la fantaisie à ciel ouvert et offert au monde les plus précieuses histoires qui ont fait les films les plus riches. Il a signé le scénario de plus de 70 films, dont 0 navet. Des films d'aventure, des films de gangsters, des drames historiques et des films de cul lacanien. Belle de jour, de Louise Buñuel, est à jamais ce choc thermique où, libérant ses pulsions SM dans un bordel de luxe, la polaire Catherine Deneuve fond comme une motte de beurre dans le désert du Yémen. Selon le scénario du déterminisme social, Jean-Claude Carrière aurait dû fermenter dans un tonneau. Ses parents étaient viticulteurs dans l'Hérault avant d'ouvrir un bistrot à Montreuil-sous-Bois. Mais l'imagination, le désir et le talent se sont invités en page 2 et la biographie de Jean-Claude a pris de l'embonpoint. Normal Sup, Palme d'Or, Hollywood. Avec ses tropismes vers le Mexique, la physique quantique, Rousseau ou Janis Joplin, l'équation Carrière est dense. Mais citant son ami Buñuel, il la résume ainsi: un bon scénariste doit chaque matin tuer son père, violer sa mère et trahir sa patrie. Entre-temps, il a décidé de donner son Oscar à sa fille de 12 ans. C'est l'histoire d'un bon papa. Un beau poupon, un bon papa. Juste avant. J'ai pas décidé de la lui donner, c'est elle qui me l'a prise. Ouais. Alors avant que vous nous racontiez la soirée, juste un truc à propos du vin et du tonneau, Jean-Claude Carrière. C'est grâce au Picrate que vous et Louise Buñuel vous avez la première question qu'il m'a posée, c'est: est-ce que vous buvez du vin? Quand on s'est rencontrés, c'est pour un déjeuner. Et quand je lui ai répondu que non seulement j'en buvais, mais que j'étais d'une famille qui en produisait, il en a commandé 2 bouteilles. À quoi ça tient, les films géniaux scénarisés par Jean-Claude Carrière? Le vin ne m'a pas quitté. J'ai été parrain du Guide Hachette des vins. L'année dernière, j'ai écrit un texte sur la Romanée Conti, Chevalier du Taste-Vin, etc. Tout à l'heure, pendant le sujet, quand on va en parler, si vous quand on a dit, quand il vous disait 0 navet, il a fait comme ça. Non, il y en a des navets, bien sûr. Dénoncez-les. Donnez-moi un navet de Jean-Claude Carrière. Après, on parlera des bons films. Ça, non, non, pas avoir une pourpoint. Mais en puisant dans mon potager, je peux en trouver quelques-uns, sûrement, qui ont été considérés comme des navets. D'ailleurs, comme des films ratés, disons. Michel Cournot, dans le Nouvel Obs, Michel Cournot avait dit à propos de Belle de jour, ce film est nul. Oui, absolument. Par exemple, absolument. Voilà, c'est quand même pas un navet. Par la suite, il s'est rattrapé. Il m'a couru après un jour dans la rue pour m'embrasser. Alors, cette soirée, le 8 novembre 1914 à Hollywood, il y a 10 jours, où on vous a remis cet Oscar d'honneur. Comment ça s'est passé? 1914, vous avez dit? Non, 2014. 2014. Vous avez pleuré? Ça vous a ému? Ça m'a un peu ému, mais la soirée était comme il n'y avait pas de tension, comme il n'y avait pas de compétition. Les lauréats étaient connus d'avance. Donc, c'était assez chaleureux et fraternel. Tout Hollywood était là, mais on allait de table en table. Moi, j'ai retrouvé des comédiens et des comédiennes avec qui j'avais travaillé il y a 25 ou 30 ans là-bas. Angie Dickinson est venue se jeter dans mes bras. Vous voyez, une vieille dame maintenant. C'était très, très charmant. On n'était pas très intimidés. En plus, j'avais amené ma fille aînée, Iris, dont c'était l'anniversaire, et je lui ai souhaité l'anniversaire à ce moment-là, et tout Hollywood l'a applaudi. Alors ça lui fera un beau souvenir, je pense. Qu'est-ce que c'est un scénariste? C'est un monteur, un cinéaste, un accoucheur, comme dirait Volker Schlondorf? Non, pas du tout, c'est quelqu'un qui écrit, enfin aussi bien sûr, mais c'est quelqu'un qui donne à un film sa première forme dans un langage cinématographique. On le confond souvent, on dit souvent que un scénariste, c'est un romancier raté, c'est un auteur dramatique qui n'a pas réussi. Non, il écrit dans un langage très particulier qui va s'effacer pour devenir un film. Et ce langage, il faut le connaître. Mais c'est un raconteur d'histoire. Un raconteur d'histoire, mais avec les moyens du cinéma. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit lui-même un cinéaste.
Il ne peut pas être simplement raconté en récit, comme s'il s'agissait d'une nouvelle, par exemple. C'est-à-dire quand vous écrivez, vous avez les images en tête, immédiatement. Il faut savoir comment ce qu'on écrit va être transformé, combien de temps ça va prendre et même combien ça va coûter. Il faut savoir tout ça. C'est un langage particulier. D'ailleurs, sur le piédestal de cet Oscar, il y a, et ça m'a un peu dérangé, il y a écrit que j'ai élevé l'art de l'écriture des scénarios au niveau de la littérature. Ce qui signifie que dans l'esprit même des gens de Hollywood... La littérature est en dessous. La littérature est au-dessus. Mais ça, c'est Hollywood. Oui, c'est Hollywood. Est à un niveau au-dessus. Regardez ce qu'ils ont fait avec Fitzgerald à l'époque. Oui, mais après 120 ans de cinéma, comme le cinéma a gagné son indépendance. C'est un art à part entière aujourd'hui. Sauf qu'il arrivait au cinéma de brimer les écrivains. On parlait de Fitzgerald, qui s'essayait au scénario. Oui, bien sûr, mais ça m'est arrivé aussi, ça peut arriver à tout le monde, et dans l'autre sens aussi. Il peut y avoir des scénaristes qui écrivent de mauvais romans. Ça, c'est possible. Nadia, sur les jeunes scénaristes ou les scénaristes qui luttent. Oui, parce que ce soir-là, à Hollywood, vous avez tenu à partager votre Oscar d'honneur avec tous vos collègues scénaristes, si souvent oubliés, je vous cite. Et c'est vrai que c'est peu de dire que les scénaristes français sont négligés et oubliés. On oublie même de les payer. Hein, pas seulement français. On peut donner quelques chiffres quand même pour que tout le monde se rende bien compte du problème. Il faut savoir que 87% des scénaristes français gagnent moins de 830 € par mois. Alors pourquoi est-ce qu'ils gagnent si peu? C'est parce qu'en France, en tout cas, c'est une particularité française, l'écriture du scénario, ça représente à peine 3% du budget global d'un film. À titre de comparaison, aux États-Unis, on est plus sur du 10-15% qui est dévolu au scénario. Alors pour autant, les États-Unis, c'est pas l'Eldorado des scénaristes, parce qu'ils ont dû attendre les années 90 pour avoir un droit moral sur ce qu'ils écrivent. Quel est le système idéal? Qu'est-ce qu'on peut faire pour enfin 3%, c'est pas assez, 15% c'est trop. C'est entre 5 et 8% que se situerait le budget, non pas de l'ensemble d'un scénario, de la chose écrite, y compris les droits du livre s'il faut acheter un livre, avant de passer à la réalisation du film. Ça, ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal autour de 8%, je pense. Oui, ce serait ça. Mais c'est loin d'être le cas, en tout cas. À bon entendeur, en tout cas. Salut. Jean-Claude Carrière, tout l'Occident a vu depuis 40-50 ans tous vos films, mais il y a un film que vous avez écrit et réalisé à 4 mains, qui a disparu, qui doit vous tenir très à cœur. Après la guerre d'Algérie, vous avez écrit avec le commandant Asdine, qui était du FLN, un film qui a été censuré. C'est quoi ce film? Qui a été censuré. Ce film est passé à la télévision. C'était une coproduction. C'est la première fois que l'on faisait en coécriture. Mon copartenaire était le commandant Asdine, ancien chef de la Wilaya 4. Hein. Et moi, j'avais fait la guerre d'Algérie aussi. Maurice Felvig était le réalisateur français, lui aussi ancien d'Algérie. Un réalisateur algérien, coproduction. Le film est passé à la télévision française en 2 soirées, a eu le prix au FIPA et a totalement disparu. Pour des raisons politiques, vous pensez? Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'il y avait des choses dedans, des deux côtés d'ailleurs. Il n'est jamais passé à la télévision algérienne. Jamais. Comment il s'appelle ce film? C'était la guerre. La mère de Lakhdar Amina, le réalisateur algérien, qui m'avait mis en rapport avec Asdine, à qui on demandait un jour, mais on a torturé votre mari, on a tué votre frère, qu'est-ce que ça vous fait? Elle a répondu, c'était la guerre. On avait pris ce titre. Oui. Est-ce qu'un bon scénario peut devenir un mauvais film? Oui. Et je complète la question, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être dans une salle de projection en disant mais qu'est-ce que ce type a fait de ce que j'ai écrit? Absolument. On a toujours une surprise à la fin quand on voit, même avec beaucoup d'expérience, même quand on participe, comme je le fais toujours, au montage. Même moi, j'ai été monteur de films que je n'avais pas écrits. Donc, je suis le processus jusqu'au bout. On a toujours une surprise qui peut être bonne. Quelquefois, elle peut être... Elle n'est pas toujours mauvaise, disons. Elle peut être bonne. Un film de Buñuel, il y avait toujours quelque chose en plus. Dans Belle de jour, il y avait un ton buñuelien extraordinairement délicat, charmeur, qui ne s'apesantissait sur rien. Ouais. Vous avez cité Lacan, là. C'est vrai que Lacan... Lacan le montrait dans ses séminaires sur le masochisme. Quand il disait, aujourd'hui, nous devions parler du masochisme féminin, je vais vous montrer Belle de jour, et moi, je rentre à la maison. C'est ce qu'il faisait, carrément. Extravagant. Qu'est-ce qui est de vous? Si je parle d'Audiard, qui était dialoguiste, il y a des répliques. Je sais que c'est Audiard. Il y a des répliques. Je sais que c'est Janson. Le jour où je voudrais expliquer à mes gosses ce qu'est le cinéma, je leur dirais, voilà, qu'est-ce qui était Carrière? On n'en sait rien. Ça, c'est impossible à dire. Il n'y a pas une scène, une réplique, un moment d'un film précis qui est votre rapport à l'histoire du cinéma? Il y a peut-être des débuts d'idées, vous voyez, qui sont complétés par l'autre et vice-versa. Par exemple? Parce qu'on travaille dans le chambre d'extrait de la bourgeoisie. Je me rappelle la scène du théâtre où des invités arrivent dans une salle à manger où ils sont invités à dîner pour finalement se retrouver. Il y a un grand rideau qui s'ouvre et ils sont devant un public de théâtre. Je crois que cette idée était de moi, mais Buñuel l'a travaillé, l'a complété avec moi. On travaille toujours avec le metteur en scène
face à face, en tête à tête, isolés pendant des semaines, loin de tout. Dans les endroits les plus isolés. Isolés le plus loin du possible, oui. Quand vous avez travaillé avec Buñuel, 19 ans de collaboration intense et passionnelle, 2000 déjeuners et dîners au cours de cette collaboration, comme un vieux couple. Est-ce que vous arriviez à être Mister No ? Parce que pendant longtemps, vous avez été Mister Yes, Monsieur Oui, béni oui, tellement il vous impressionnait. Au début des premières semaines, quand ça se trouve, moi j'étais un débutant, j'avais fait Le Soupirant avec un texte, c'était à peu près tout. Et je me trouve en face d'un monument, Buñuel. On a envie de dire oui, on a envie d'aimer tout ce qu'il vous propose. Et il a fait venir un jour Silberman, le producteur à Madrid, qui a dîné avec moi sans Buñuel, ce qui était rare, et qui à la fin m'a dit, vous savez, Louis est très content de vous, très travailleur, très bien, mais il faut lui dire non de temps en temps. C'était téléguidé par Louis Buñuel. C'était téléguidé par lui. Une dernière question, Claude. Votre film préféré? Un DVD sur une île déserte? J'ai pas de film préféré, sinon, comme d'habitude, la réponse classique, le prochain, mais s'il y en a un. Et le DVD sur l'île déserte, Elisabeth? C'est pareil. Ah oui, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Merci, gamin. Merci. Le plus beau bébé de la Malou-les-Bains hors concours. Merci et bravo, maître. Et place au débat. L'enquête pour assassinat en bande organisée visant 2 Français partis en Syrie, enquête ouverte hier par le parquet de Paris, a créé un choc. Comment dissuader, comment déprogrammer des enfants de la République qui voient dans l'ultraviolence la barbarie et le martyre le seul sens possible à leur vie? On en débat après le rappel des faits. Sandrine Le Calvez. Un visage et un village sous le choc. C'est ici, en Normandie, qu'est né Maxime Auchard, soupçonné d'être l'un des bourreaux de l'État islamique. Une horreur inimaginable pour ceux qui l'ont vu grandir. C'est notre voisin, on l'a vu, il était très gentil. Il n'y a jamais eu de problème avec lui. Le maire du village confirme, Maxime Auchard n'avait pas le profil d'un délinquant violent. C'est surprenant, quoi. D'autant plus qu'à l'école, il n'avait pas un comportement différent de celui de ses copains, quoi. C'est pourtant lui qui a été formellement identifié sur la dernière vidéo d'exécution mise en scène par l'État islamique. Un otage américain et 18 soldats syriens y sont égorgés. Comment ce jeune Normand, converti à l'islam, a pu basculer dans la barbarie? Il y a quelques mois, rebaptisé Abou Abdillah, il avait accordé une interview par Skype depuis la Syrie. C'est pas des vacances, mais c'est comme les vacances. Après, l'objectif en tant que groupe, l'objectif en tant que communauté, c'est d'instaurer les lois d'Allah sur terre, d'instaurer la charia sur terre. Et Maxime Auchard ne serait pas un cas isolé. Un deuxième égorgeur de nationalité française pourrait figurer sur la vidéo de Daesh. Au total, selon les derniers chiffres, 376 djihadistes français, dont 88 femmes, se trouvent actuellement en Syrie et en Irak. Des gens qui soit se sont radicalisés en fréquentant certaines mosquées, mais ça c'est peut-être pas la majorité d'entre eux aujourd'hui, soit qui se sont auto-radicalisés, comme le revendique lui-même M. Auchard, à travers la consultation de sites internet ou à travers les réseaux sociaux. De nouveaux convertis et de très jeunes filles pétries d'idéaux ou en quête d'action se laissent ainsi piéger par les images de propagande. Comment faire face à cet endoctrinement? Comment dissuader des candidats au djihad? Bonsoir à tous les trois. Dounia Bouzard, bonsoir. Vous êtes anthropologue, spécialiste du fait religieux. Vous avez fondé, vous dirigez le Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam et vous avez publié « Ils cherchent le paradis, ils ont trouvé l'enfer » il y a à peine 2 mois. À côté de vous, Nathalie Goulet, bonsoir. Vous êtes présidente de la commission d'enquête du Sénat sur les réseaux, sur les moyens de lutte contre les réseaux djihadistes français. Et vous réclamez des moyens humains plus conséquents que ceux qui sont à disposition du gouvernement jusqu'à présent pour surveiller les djihadistes de retour en France. À côté de vous, Mathieu Guidère, bonsoir. Vous êtes professeur d'islamologie, spécialiste du terrorisme, et vous pensez que les djihadistes européens sont les plus dangereux parce qu'ils ont peut-être besoin de prouver, de toutes les façons possibles, prouver leur radicalité. On va entamer le débat, mais juste après une question, Nadia, d'un de nos spectateurs. Oui, c'est une question pour vous, Dounia Bouzard. Je rappelle que vous êtes la co-auteure d'un rapport qui a été remis au ministère de l'Intérieur hier. Et voici la question. Que savons-nous de l'origine sociale des djihadistes étrangers engagés en Syrie? Alors, on sait qu'il n'y a pas de profil type, mais est-ce qu'on sait néanmoins s'il y a des origines sociales communes parmi tous ces jeunes? Les familles qui appellent sont plutôt de classe moyenne et sont plutôt de référence athée à près de 80%. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de familles qui ont un lien avec l'islam, l'immigration, l'exil. Mais est-ce que toutes les familles nous appellent
ou est-ce que seules les familles qui ont confiance dans les institutions comme repérées en lien avec l'État appellent? C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y a des enfants de familles très aisées par exemple. S'ils arrivent à embrigader un jeune qui est en 2e année de médecine ou qui est premier de la classe dans le 16e, ça veut dire que tous les jeunes qui sont au chômage, que les parents n'appellent pas, il faut pas, je pense que nous avons que le haut de l'iceberg. Néanmoins, ce que veut dire la révélation de l'identité de ce jeune Normand, c'est qu'on ne peut plus essentialiser le djihadiste français. Ça peut être un blanc, catholique, rural, normand, qui était gentil, qui était bachelier. C'est pas forcément un jeune immigré ou un jeune musulman. Ah, complètement. On est là dans un embrigadement. Au contraire, ces groupuscules ont déclaré clairement que c'était plus facile d'embrigader des gens qui sont très loin de la religion musulmane. Et dans leurs vidéos, on décrypte cette volonté, notamment sur les filles. C'est flagrant pour les filles. Mais c'est aussi ce qu'ils essayent de faire pour les garçons, bien sûr. Est-ce que c'est un boulot de sociologue de comprendre ce phénomène ou de psychologue? C'est-à-dire que ça correspond à des failles personnelles, individuelles? C'est de l'anthropologie, de la psychologie, de la sociologie de religion, un peu de CIA. C'est devenir détective aussi. On est au croisement. C'est-à-dire que nous, dans le rapport, on a essayé de rendre visibles les fils invisibles que tirent les prédateurs, comme appellent ça les familles. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont bien pu leur proposer, leur vendre? Elle était tranquillement en 2e année de médecine. Comment ils ont pu la faire basculer en 3 mois? Et le travail de 6 mois, ça a été cette recherche-là. C'est tirer les fils invisibles. Et il y en a beaucoup, il n'y en a pas qu'un seul. Mathieu Guidéer, pourquoi apparaît-il, Maxime Houchard, à visage découvert? Et deuxième question qui découle de la première, nous regarde-t-il, nous, je veux dire les médias occidentaux, y compris surtout les médias français? Y a-t-il un hubris et y a-t-il une sorte d'exaltation? Non, on est au cœur du sujet. C'est une opération de propagande, bien évidemment. L'État islamique a choisi de chaque État, quasiment, un certain nombre de représentants. La France fait partie. Il y a eu un Britannique qui est encore plus célèbre que notre petit Français. Il y a un Allemand, il y a du Caucase, il y a de chaque État, il y a un représentant étranger. Ces représentants n'ont aucune valeur militaire, il faut le savoir. C'est-à-dire, si on les met devant une caméra, ce n'est pas parce qu'ils sont les plus forts ni les plus intelligents. C'est uniquement pour montrer que l'État islamique est une organisation qui est soutenue internationalement dans son projet, dans son combat. Et deuxièmement, pour en faire venir d'autres? Oui, pour en faire venir d'autres. Et malheureusement, nous sommes dans cette fabrique médiatique de terrorisme. Est-ce que ça sert à nous terrifier? Mince, il y a le jeune Normand. Oui. Ou est-ce que ça sert à attirer des gens? Est-ce qu'il y a des gens qui nous regardent ou qui regardent ce jeune homme et qui le trouvent désirable, qui veulent devenir comme lui? Oui, bien sûr. Écoutez, je ne sais pas si ça rend les gens désirables. Ce qui est une évidence, c'est que ça inscrit le phénomène dans la durée. Parce que le fait qu'il soit à visage découvert l'inscrit. Ce n'était pas tout à fait ma question, si vous permettez. Est-ce qu'il y a des jeunes gens un peu paumés, un peu idéalistes, un peu tentés, qui sont en train de regarder ce jeune Normand et qui veulent devenir ça? Nous, ça nous fait horreur, mais pour des personnes, c'est désirable. C'est un héros. Oui, mais moi, je crois que oui. Précisément parce que Maxime a aussi regardé des vidéos, il s'est aussi identifié à d'autres gens pour leur ressembler. Et donc le phénomène est cyclique et va faire boule de neige, et c'est exactement ce qu'il cherche, le visage découvert étant un élément. Dounia Bouzard, vous évoquez, puisque évidemment vous penchez largement sur les méthodes psychologiques et intellectuelles, entre guillemets, de recrutement, vous évoquez 5 mythes qui sont proposés aux jeunes gens. Vous pouvez nous les décrire, ces mythes, rapidement? C'est ça le nouveau discours terroriste, c'est qu'ils arrivent à proposer d'être un nouveau personnage de façon différente. Par exemple? Donc, on appelle ça, nous, on a de façon caricaturale, on a repéré Lancelot, c'est-à-dire l'idéal chevaleresque, c'est-à-dire que certains jeunes, on propose aux jeunes, voilà, sur les Facebook, on voit des épées, et puis vraiment, la question de la mission est plus forte que la raison. Je vais régénérer le monde, je vais sauver le monde de ces sociétés secrètes qui veulent faire mourir les peuples. Réveille-toi, wake up, de quel côté tu es? Est-ce que tu vas laisser tout le monde mourir de faim ou est-ce que tu vas sauver le monde? Donc il y a cet idéal chevalier proposé.
Il y a la mère Teresa, qui est un classique dont on a beaucoup parlé pour les filles. Oui, il y a le côté très humanitaire. On joue sur la fibre humanitaire. Il y a une manipulation de l'humanitaire qui est très bien faite. D'abord lancée par El Nosra, puis récupérée par Daesh, qui a fait ensuite ses propres vidéos. Il distribue du riz avec des édentés qui s'embrassent, etc. Quoi d'autre? Il y a Call of Duty. C'est quoi? Là, c'est vraiment très bien fait. C'est des vidéos endoctrinantes qui reprennent les personnages du jeu Call of Duty, du jeu vidéo de toute notre génération de garçons, pour ceux qui en ont, et d'Assassin's Creed, qui donc sont des jeux de tous les jours. Les vidéos endoctrinantes reprennent les codes et les personnages et les font partir dans le monde réel. Et c'est le même système, c'est-à-dire qu'on dit aux jeunes, choisis ton pseudo, et il a le droit de choisir. Est-ce que c'est le porteur d'eau? Est-ce que c'est celui qui veut être du jeu de rôle? Est-ce que c'est celui qui veut l'adrénaline, l'aventure, qui a postulé à l'armée, qui a été refusé, qui veut faire sa guerre à lui? Et puis il y a Terminator. Il y a Zeus, celui qui veut prendre la place de Dieu et donner la mort à la place de Dieu, la toute-puissance. D'accord. On passe aux moyens de prévenir, Claude. Et d'abord, l'état des lieux, parce que manifestement, cette stratégie fonctionne, c'est notre chiffre du jour. Hein. Plus 82% de départ pour le djihad en 2014 par rapport à 2013, plus du double. Ce qui veut dire qu'indépendamment de l'horreur qu'on peut ressentir quand on voit ce qui se passe là-bas, les techniques de propagande et d'identification fonctionnent. Comment est-ce qu'on fait baisser ce chiffre? Et est-ce qu'en réalité, Mathieu Guidère, ce chiffre n'est-il pas destiné à être en continuelle expansion parce que ça fonctionne, ce que décrit Dunia Bouzar? Moi, je suis très gêné sur les chiffres. Il faut quand même le signaler. Pourquoi? On parle de 138 retours. 138 retours pour 65 millions d'habitants. Et vous pensez que c'est plus? Juste pour vous donner un exemple sur ce que ça veut dire, c'est rien, c'est absolument rien. Pardonnez-moi, quand le nombre de départs double pratiquement d'une année sur l'autre, alors qu'on est de plus en plus le nombre de gens conscient présents en Syrie n'a quasiment pas varié, il est de 300 à 350 depuis 2011. Français? Voilà, français. Il n'a pas beaucoup changé. Et juste pour donner... Il n'y a pas plus de gens qui partent parce que c'est très important, on est dans une stratégie médiatique qui contribue à l'explosion de ce chiffre-là. La France est 65 millions, on est allé dans les chiffres les plus... Je veux dire que c'est 82%, c'est hallucinant de le dire comme ça. Vous voulez dire que c'est vrai, mais il ne faut pas le dire, ou c'est pas vrai? Ce n'est pas comme ça, il ne faut pas le présenter. Il faut ramener au vrai chiffre. Comparaison, à titre de comparaison. Mathieu Guidard, il y a 1000 personnes, si je comprends bien, qui sont concernées par le djihad, qui sont allées là-bas, qui sont venues, qui veulent y aller. Ils sont en transit, etc. Sauf que pour les services, pardonnez-moi, pour les services de renseignement et le contre-terrorisme, 1000 personnes, pour nous, ça ne veut rien dire. Ça fait beaucoup de données. Ce ne sont pas 1000 personnes. Je vous donne le cas de la Tunisie. La Tunisie, c'est 10 millions d'habitants. Il y a 2500 individus qui sont partis. Si on prenait proportionnellement, il faudrait qu'il y ait 15 000 Français qui partent pour être au niveau de la Tunisie. Mais est-ce qu'on est en danger ou pas? Nathalie Goulet n'a pas l'air du tout d'accord. Il faut resituer tout ça dans son contexte. Les services de police, bien sûr, doivent faire leur travail, mais le fait d'en parler, de présenter que c'est 82% d'augmentation, etc., est contre-productif de mon point de vue. D'accord. Nathalie Goulet, pas d'accord? Je ne crois pas qu'en cassant le thermomètre, on va faire baisser la fièvre. Les chiffres qu'on a, alors, sont-ils des... Alors, il y a un problème, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent, qui ne pratiquent pas l'arabe, qui ne sont donc pas dans les forces combattantes jusqu'à ce qu'ils aient été formés. Parce que ça aussi, on n'avait pas de Français qui étaient vraiment des combattants, parce que leur notion d'arabe était insuffisante pour être au combat. Ils se sont bien améliorés dans l'intervalle, et maintenant, ils ont été formés en arabe. Donc les chiffres, c'est un peu plus de 1100 personnes qui sont parties en Syrie, y compris des femmes et des enfants. C'est quand même un chiffre important pour que les services soient suffisamment alarmés. Donc je ne crois pas qu'il faille non plus réduire... Avançons et quittons la querelle de chiffres. Juste, Dunia Bouzar, on voudrait comprendre quel est le protocole. Expliquez-nous dans les grandes lignes le protocole que vous mettez en place pour aider une famille qui vous appelle et qui vous dit ma fille est encore ici ou mon fils est encore ici, mais je sens qu'il est parti, il a glissé. Alors, les familles appellent parce qu'on a pu communiquer dans les médias sur les indicateurs de rupture. Et le gouvernement, qui a mis quand même son numéro vert, a communiqué aussi sur ces indicateurs de rupture. Donc, les familles demandaient des interlocuteurs, et elles ont enfin des interlocuteurs pour effectivement vérifier si c'est une crise d'ado, si c'est une conversion ou si c'est un embrigadement vers la radicalisation. Les interlocuteurs qui sont formés pour faire la distinction entre les différents cas. On a formé sur les indicateurs, justement. Ouais. Donc, nous le faisons au CPDSI, et les écoutants du numéro vert le font. Nous, on renvoie systématiquement sur le numéro vert, puisque le numéro vert, on arrête aussi les jeunes à la frontière. Et les parents, c'est leur première demande. Arrêtez-le, empêchez-le de sortir. Bon. Comment on fait? On mesure les ruptures, c'est-à-dire qu'on mesure si le jeune ne fréquente plus ses anciens amis en disant ils sont impurs, s'ils ont arrêté toutes ces activités
activités de loisirs en disant c'est le diable, le football, la musique, la peinture, c'est le diable. S'il arrête l'école en disant c'est un projet des croisés, je ne vais plus à l'école, j'arrête mon travail. Et le dernier niveau de rupture, c'est évidemment la rupture parentale. Et là, il est tout à fait positif que les parents nous appellent avant. On a gagné avec le système qui a été mis en place en indicateur, en prévention. C'est-à-dire que les parents n'attendent plus le 4e niveau de rupture pour appeler. Dès que le jeune ne veut plus voir ses anciens amis ou dit la musique, c'est le diable, les parents appellent. D'accord. Nadia, est-ce qu'on peut parler des filles? Oui, parce qu'il y a même des très jeunes filles qui vont rejoindre le Front Al-Nosra ou l'État islamique. Elles représenteraient des très très jeunes filles, effectivement, françaises notamment. Elles représenteraient la moitié des signalements qui ont été effectués sur la plateforme qui a été mise en place par le ministère de l'Intérieur. Alors la plupart d'entre elles accompagnent leurs compagnons et leurs enfants. C'est ce qu'on appelle le djihad en famille. Et certaines d'entre elles partent aussi toutes seules après avoir été repérées, comme vous le disiez, ferrées et radicalisées sur Internet. Il faut dire qu'il y a une prédication spécifique qui est destinée à ces jeunes femmes, et c'est ce qu'a constaté une journaliste du site France TV Info. Elle a mené une enquête assez sidérante. Elle a créé un faux profil sur Facebook. Elle s'est fait passer pour Sarah, une jeune fille française aspirante au djihad qui cherchait des conseils. En quelques jours à peine, elle a été repérée. Elle a été contactée par une autre Française de 16 ans qui a joué vraiment un rôle d'entremetteuse, voire d'agent de voyage, voire même d'attaché de presse de Daesh. Et elle lui explique précisément comment rejoindre la Syrie quand on est une femme seule. On écoute. Le truc, c'est que tu vas être en voiture, ils vont te ramener dans une maison où il n'y a que des sœurs. Ils vont te poser une question, est-ce que tu es mariée? Le mieux, c'est que tu te maries maintenant, sur Skype. Et la maison et tout, tu as vu le loyer et tout, il n'y a pas. C'est gratuit. Ils te passent une maison, matelas et tout, un lit, frigo, four et tout, tu vois tout ce que tu as besoin. Donc on se marie à un combattant sur Skype avant de le rejoindre. Mathieu Guidard, est-ce qu'il y a un cheminement particulier qui distingue les filles des garçons qui partent faire le djihad? Oui, il y a deux dimensions. Il y a les dimensions, bien sûr, humanitaires, cela a été dit. Oui. Les jeunes filles sont touchées par les images des enfants, par la guerre en Syrie. Il faut dire que le fond du problème derrière, il est politique. On n'a rien fait sur la crise syrienne depuis 2011 et donc ça a entraîné tout un ensemble de complications. Les attaques chimiques, etc., ça a accéléré le processus. On est au bout du processus. Donc elles sont sensibles à cet aspect-là. Et il y a, je l'ai montré dans Sexe et Charia, il y a aussi la dimension matrimoniale. Les jeunes filles en question ont envie d'épouser, de se marier, de fonder une famille, d'être responsables. Ce ne sont pas des jeunes filles stupides la plupart du temps. Et il y a cette volonté d'engagement qui est à la fois politique et émotionnelle. Quand ça fait appel à des désirs de base, fonder une famille, des pulsions positives, défendre le peuple syrien, des imaginaires générationnels, les moyens techniques modernes, c'est pratiquement inarrêtable. C'est pratiquement inarrêtable parce que là, en plus, Daesh a inventé une nouvelle forme qui est le mariage à distance. C'est-à-dire que par Skype. Par Skype, par exemple, vous pouvez vous marier et donc en arrivant, vous pouvez consommer directement, voire vous marier avec quelqu'un sans même l'avoir jamais vu, qui est à l'autre bout du monde. Y compris la polygamie, certains ont plusieurs femmes. Oui, parce que c'est autorisé également. Si c'est inarrêtable, ça veut dire qu'on va vivre avec ce phénomène très longtemps. Disons que c'est à la mode actuellement. C'est pas inarrêtable. On a empêché une quarantaine de gamines de partir là depuis septembre. Entre quel âge et quel âge? Entre 14 et 16 ans. Entre la DGSI et l'appel des parents et notre action, on a sauvé 40 vies. Soyons positifs, les parents nous écoutent. Qui dit qu'elles ne repartiront pas dans 6 mois? Il y en a 10 qu'on a, je ne sais pas quel terme employer, désendoctriner, déradicaliser, remobiliser l'individu, refaire venir la petite fille qui était en elle. Comme dans les sectes, comme à l'époque de Moon. Bon, en tout cas, il y en a 10 qui maintenant sont clairement des filles qui font la chaîne humaine et qui vont sauver les autres ados. Donc soyons positifs. Oui, croyons-y. Alors, juste un petit retour en arrière avec le rétroviseur de Marc-Antoine de Porrette. Puisqu'il ne s'agit pas de la première vague de djihadistes français, il y a eu des précédents à la fin des années 90, il y en a même eu un, et qui avait participé, ça n'a rien de drôle, au préparatif des attentats du 11 septembre 2001. Un rappel donc avec Marc-Antoine de Porrette. 24 heures sur 24 en prison. C'est le destin d'un Français passé par Guantanamo et enfermé jusqu'à la fin de ses jours. Zacarias Moussaoui, son crime, complicité dans les attentats du 11 septembre. Après un procès à rebondissement dans lequel il plaide coupable puis se rétracte, Zacarias Moussaoui échappe finalement à la peine de mort, condamné à la réclusion à perpétuité. Ils ont sauvé sa vie, mais ce n'est pourtant pas ce qu'il a fait avec la vie de citoyens américains innocents.
Né dans une famille d'origine marocaine, il obtient un doc d'administration économique. À 24 ans, il s'installe à Londres et coupe les ponts avec sa famille. Influencé par des prêches, le jeune homme intègre des réseaux islamistes. À partir de 1995, il se rend régulièrement en Afghanistan où il rencontre Khalid Sheikh Mohammed, considéré comme le cerveau des attentats du 11 septembre. Zacharias Moussaoui s'initie au pilotage d'avions de ligne, d'abord en Malaisie, puis aux États-Unis. Mais les instructeurs s'étonnent de cet élève qui ne s'intéresse ni au décollage ni aux atterrissages. Le 16 août 2001, Zacharias Moussaoui est interpellé en possession de faux papiers. Il ne participe donc pas aux attentats du 11 septembre, ce que confirmera dans un enregistrement Oussama Ben Laden. La vérité, c'est qu'il n'a aucun lien avec les événements du 11 septembre. Et je suis sûr de ce que je dis puisque je suis personnellement responsable de l'attribution des rôles aux 19 frères pour mener cette mission. Les aveux selon lesquels il était chargé de participer à ces conquêtes sont nuls et non avenus. Mais son silence face au complot le soumet à 6 chefs d'accusation. Son procès a lieu en 2006. Celui que l'on surnomme le 20e pirate est enfermé jusqu'à la fin de sa vie dans l'Alcatraz des Rocheuses, une prison de haute sécurité du Colorado. Mathieu Guidère, entre le jeune Normand qui a été identifié hier et par exemple Moussaoui, il y a beaucoup de différences, non? Oui, c'est un autre monde. Ça, c'est Al-Qaïda. Ouais. Al-Qaïda, qu'est-ce qu'elle disait? Restez chez vous, faites des attentats. En Occident. En Occident. L'État islamique, c'est complètement différent. Venez chez moi, on va construire un État islamique. Donc on est dans un cas, on est dans une lutte presque nihiliste, puisque faire des attentats pour faire des attentats ne sert pas grand-chose. Alors que là, on est dans une construction politique et idéologique. Pas islamiste l'islamisme est un vernis. Dans les deux cas, c'est une couche qui sert à justifier de la politique, en réalité, territoriale de l'expansion. Mais ce n'est pas du tout la même idéologie. C'est pour ça que l'État islamique est en train de gagner du terrain et est en train de récupérer des gens d'Al-Qaïda. On sait aussi que ces djihadistes qui sont recrutés en Syrie vont frapper d'autres musulmans, vont être amenés à détruire des mosquées. Les musulmans sont essentiellement cela. C'est essentiellement cela. Et d'ailleurs, notre regard contribue à cela. C'est-à-dire que nous, on s'offusque qu'il y ait un ou deux qui sont frappés. Mais les vraies victimes sont là-bas. Et d'ailleurs, ils ne comprennent pas qu'on réagit sur une personne, alors qu'il y a 200 000 morts en même temps du côté musulman. Alors, la France, oui, l'Angleterre aussi. Juan Gomez va nous rejoindre pour évoquer un état de sidération qui prévaut en Angleterre, où on découvre qu'un compatriote est incriminé. Oui, effectivement, comme en France, eh bien, la Grande-Bretagne cherche elle aussi à déterminer les nationalités des 16 djihadistes qui apparaissent sur cette vidéo diffusée dimanche dernier, d'autant que parmi eux figure l'ennemi public de la Grande-Bretagne, celui que la presse surnomme Djihadi John le djihadiste. Alors c'est lui qui, sur cette vidéo, avec son accent britannique, aurait annoncé l'exécution de l'otage américain. Et c'est également lui qui prévient David Cameron que l'organisation, je cite, commencera bientôt à massacrer vos compatriotes dans vos rues. Alors ce n'est pas la première fois que Djihadi John apparaît sur des vidéos. Il est d'ailleurs jusqu'à présent, il est toujours apparu masqué. En tout cas, ce ressortissant britannique est considéré comme le bourreau de 2 journalistes américains décapités, ainsi que de 2 humanitaires britanniques. Pour les identifier, eh bien, les services secrets britanniques ont notamment eu recours à un logiciel de reconnaissance vocale, d'autant que le présumé meurtrier est un ancien chanteur de rap. Ils ont également analysé le tracé des veines de sa main grâce à un procédé numérique. Donc on voit bien, les gros moyens ont été déployés pour démasquer celui qui se cachait derrière cet accent des faubourgs de Londres. Et vous allez le voir, pour David Cameron, tout doit être fait pour retrouver la trace de ce terroriste. Nous devons tout faire pour traquer et retrouver les responsables de ces exécutions. Les services de renseignement britanniques, les forces armées et le ministère de l'Intérieur sont mobilisés à 100% afin que nous soyons sûrs de tout mettre en œuvre dans l'accomplissement de cette tâche. Voilà, et c'est une véritable chasse à l'homme qui a été lancée. Et regardez ce que titrait dimanche le Daily Mail, « Got him ». On l'a eu, car selon mes confrères britanniques, le djihadiste aurait été blessé lors d'une attaque aérienne alors qu'il participait à une réunion des dirigeants djihadistes. L'attaque aurait fait une dizaine de morts et une quarantaine de blessés. Et mes confrères soulignent le témoignage d'une infirmière qui dit avoir soigné un homme appelé Janman al-Brittani. Et c'est justement le nom de guerre de Djihadi John. Alors pour l'instant, Londres n'a pas encore confirmé ces informations, mais David Cameron s'est exprimé. Il a dit qu'il était prêt à déployer des
forces spéciales en Syrie pour arrêter ce terroriste britannique. En tout cas, là-bas aussi, les autorités redoutent le possible retour des 500 combattants britanniques engagés en ce moment en Irak et en Syrie. Elles s'inquiètent aussi du nombre croissant de candidats au djihad. Du coup, un projet de loi est en cours d'écriture, projet de loi qui prévoit de confisquer le passeport de tous les suspects qui voudraient quitter le pays. Et par ailleurs, l'agence de surveillance britannique a demandé à Facebook et Twitter d'interdire les réseaux sociaux à tous les extrémistes pour qu'ils puissent éviter de continuer à recruter de nouveaux membres. La déchéance de nationalité, justement, ça peut être dissuasif, efficace en France, hein, rapporté aux djihadistes français. On ne peut pas retirer la nationalité. S'ils sont binationaux, bien sûr. Sinon, on peut pas. Parce qu'il y a des projets de loi. Oui, mais c'est un problème qu'on a déjà eu plusieurs fois. Ça existe en matière de terrorisme, c'est déjà dans le code. Mais ce n'est pas encore appliqué dans ces cas-là. C'est une possibilité à laquelle on ne se résout pas pour l'instant. Est-ce qu'il faut les laisser revenir ou il y a des gens qui disent ça, il vaudrait mieux aller les tuer là-bas quand ils sont partis, ces djihadistes? On ne peut pas non plus dire ça, mais je voudrais quand même... Pourquoi on ne peut pas lire M. Marceau, ancien juge antiterroriste, élu de la Nation, le dit? L'a dit. Oui, mais on est quand même dans un état de droit. On ne va pas aller tuer nos ressortissants, ni donner des instructions pour qu'ils soient tués sur un terrain étranger. Je veux dire, ce n'est pas des choses qu'on peut dire. Je voudrais juste dire un mot, si vous le permettez. C'est que tout ce qui vient de se passer sur ce plateau atteste que le législateur, là-dedans, a une part quand même assez réduite, parce que vous voyez bien que les problèmes sont de prévention, par des associations, de sociologie, de psychologie, et que le législateur, là-dedans, va avoir un rôle résiduel, mais il faut qu'il soit marquant. En attendant, parce que cette question du retour et des risques, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, était ce matin chez nos confrères de France Télévisions. Il a dit que 5 attentats ont été déjoués en France qui auraient été préparés, par des gens qui étaient partis faire le djihad en Syrie, qui revenaient. Écoutez Bernard Cazeneuve, qui ont réagi là-dessus. Nous avons eu à mettre hors d'état de nuire des personnes qui sont revenues sur le territoire national et que nous avons, par l'action de nos services et de la justice, empêché de nuire. Il a été dit que 5 attentats avaient été évités. Je vous ai dit qu'il y avait 138 personnes qui avaient été neutralisées. Alors, c'est une nouvelle terrifiante, 5 attentats évités. En même temps, c'est presque rassurant, Mathieu Guédère. Ça veut dire que les forces de sécurité sont capables de les rattraper, ces gens qui reviennent comme des bombes à retardement. Oui, nous avons des services qui fonctionnent bien. J'aimerais juste rappeler que l'État islamique a commencé à viser la France à partir du moment où la France a décidé de s'engager dans la coalition contre l'État islamique. Et je ne veux pas qu'on oublie le contexte politique. Je veux dire, on peut... Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que la politique a un impact, la géopolitique... Il faut que la France se dégage de la coalition Non, je ne dis pas que la France doit se dégager, mais il ne faut pas, par exemple, faire de la publicité sur les actions des forces spéciales ou autres. La lutte contre le terrorisme ne se fait pas à la télévision, elle se fait sur le terrain. Donc c'est un combat médiatique également. Dounia Bouzar, une conclusion. Quant aux djihadistes qui envisagent de revenir en France, la prison, l'école, la déradicalisation, tout ça est possible? Les trois. Les trois Les trois. On n'a pas été embrigadé pour acheter une baguette de pain. Il faut passer par le retour à la loi pour revenir dans le monde réel. Un centre de déradicalisation comme ça existe ailleurs en Arabie Saoudite. Il faut, oui. Nous, là, par exemple, pour les jeunes qu'on a commencé à déradicaliser, on a un problème d'addiction à Internet. C'est-à-dire que dès qu'elles vont mieux et qu'on les remet dans le circuit pour qu'elles se remettent dans leur bac d'où elles étaient sorties il y a 3 mois ou il y a 6 mois, dès qu'elles trouvent un téléphone d'une copine ou de quelqu'un, parce qu'elles sont toutes interdites d'Internet, c'est plus fort qu'elles. Elles se disent, allez, je me mets sur Facebook, mais je ne vais pas les voir. Et puis finalement, elles nous appellent en pleurant 2 heures après. Oh, j'ai quand même été les voir, et puis ça y est, je ne sais plus qui dit la vérité. Qu'est-ce qui coupe les têtes? Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est les soldats de Bachar? Et c'est reparti pour un tour. Très bien. Pardon, ce sera le mot de la fin. La conclusion pour ce soir, pour ce débat. Merci. Et place aux forcenés sans transition, les forcenés de désintox, la brigade de vérification des faits, qui ce soir s'intéresse à Thierry Lepaon, le leader de la CGT, et les contrats de travail. On revient au problème franco-français. Flashé par Désintox, le secrétaire général de la CGT, Thierry Lepaon, à propos de l'emploi en France. Et d'ailleurs, le rapport a été inversé. Il y a quelques années seulement, 80% des embauches se faisaient en CDI et 20% en CDD. C'est l'inverse aujourd'hui.
Ainsi, on serait passé en quelques années de 80% d'embauche en CDI et 20% en CDD à l'inverse, alors que l'idée d'un contrat unique de travail pour remplacer les contrats à durée déterminée et indéterminée a été jugée intéressante par le Premier ministre Manuel Valls. Un grand nombre de statistiques ont tourné sur le sujet, souvent bien embrouillées. Aujourd'hui, plus de 8 salariés français sur 10 sont en CDI. Mais là où Thierry Lepant a raison, c'est que si on regarde la totalité des contrats signés sur une période donnée, la majeure partie sont des contrats à durée temporaire. Ce qui est logique, les CDD ne durent parfois que quelques jours et sont très souvent renouvelés, ce qui tend à multiplier leur nombre. Ainsi, au premier trimestre 2014, 84% des contrats signés en France étaient des CDD. Ce chiffre est en hausse quasi continue ces dernières années, mais le patron de la CGT exagère largement lorsqu'il dit que ce rapport était inverse il y a quelques années. Il y a 15 ans, les CDD représentaient déjà 2/3 des contrats signés en France. Et il faut remonter au tout début des années 80 pour commencer à avoir un pourcentage de CDI plus important que les CDD. Mais on était encore très loin des 80% de CDI évoqués par le responsable de la CGT. Merci à tous les trois. Merci à tous les deux. Je précise que Dounia Bouzar a dû nous quitter prématurément. Mais donc, merci à tous les deux qui restaient avec nous. 28 minutes est terminé. Accessible sur le web en version enrichie 24/24 à la page 28 minutes. Ce soir en bonus, une interview de l'écrivain algérien Kamel Daoud, l'auteur de Meursault contre enquête, qui se remémore l'islam de Cordoue, un islam de l'âge d'or et de paix, à suivre sur l'antenne dans le cadre du Festival du cinéma d'Arte, Poulet aux prunes, de Marjane Satrapi, une cocotte minute de sentiments réprimés entre Mathieu Amalric et Golshifteh Farhani, magique. On se retrouve demain à 20h05. Bis morgen, tchuss.